Ça vous dérange pas, Crouzet, de dévoiler tous les secrets de la DGSE? Ah, ce ne sont pas tous les secrets, là, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire ancienne. C'est il y a près de 35 ans tout de même. Et qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas un mythomane? Ah, ça c'est tout à fait possible, mais c'est à la structure de le dire éventuellement, si jamais j'en étais un. Vous avez une petite mine là en ce moment, non? Qu'est-ce qui se petite passe? mine Ouais. Non. C'est le temps, Ouais. c'est l'atmosphère, Ouais. c'est l'ambiance. Je vous trouve fébrile mentalement. L'espion qui venait du froid, vous trouvez? Ouais, un Ah peu. non, au contraire. Bonsoir, ça Crouzet. Bon, j'ai essayé de jouer un instant Ouais. l'agent recruteur Le là. recruteur qui Ouais, essaye de me c'est un peu ça ou déstabiliser. pas? Bah oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. Ouais, le premier entretien était déstabilisant et moi j'étais super calme, j'étais Ouais, très détaché. comme là. Ouais, Enfin, assez. bon, là, ouais. vous avez bien vu que je suis bien. pas terrifiant non plus. Ouais, bien sûr. Ouais. On précise parce qu'on est sous les parapluies au milieu d'une place, Saint-Philippe-du-Roule. Saint-Philippe-du-Roule, Mais pourquoi oui. ici? Vous Dans avez dit le il faut qu'on commence là. Ben, je ne sais pas, on m'a donné rendez-vous ici, je ne savais d'ailleurs pas exactement qui j'allais rencontrer. Ok. On me donne rendez-vous dans ce bistrot, Ouais, il paye pas de mine. Hein. non, qui s'appelle l'Idéal, qui est Ouais. fermé ce soir. Alors, je pense pas que le choix du bistrot et du nom du bistrot soit laissé au hasard tout à fait. Ah, vous pensez qu'il y a toujours un petit signe? Il y a toujours un petit signe, ouais, l'Idéal. Alors, il faut bien comprendre que c'est un bistrot qui est assez profond, D'accord. un vrai bistrot à l'ancienne. Je me D'accord. souviens, il y avait des... Il y a le comptoir avec. Ouais. Ah ouais, avec les œufs, avec le présentoir à œufs sur le comptoir, Ouais, un, les vrai œufs durs. un vrai zinc. Et la salle est assez profonde de mémoire. Et donc l'officier traitant qui devait me recruter était donc assis au fond de la salle. Vous êtes un ancien agent de la DGSE et vous avez écrit un livre. Ah, je le montre, c'est difficile à une main. Le jour où je suis devenu espion. Il y a plein de choses là-dedans. C'est passionnant. Pourquoi ici? Pourquoi cet endroit? Pourquoi pas dans des bureaux pour vous recruter? Venez, on vous propose de venir au temps, rue, machin, bureau de la DGSE. Ben, finalement, c'était un moment précurseur parce que moi, des 25 années et quelques que j'ai consacrées donc à la DGSE, je faisais partie des gens qui étaient totalement détachés et qui n'avaient aucune attache avec le service de renseignement, aucune attache administrative, financière, hiérarchique. Donc j'avais un contact avec ce qu'on appelait donc un officier traitant qui me traitait, donc portait bien son nom, qui me traitait, qui recueillait les informations que je lui ai données au fur et à mesure à mes retours de mission. On appelle ça des projections dans le métier du renseignement. Et c'était le seul contact que j'avais avec le service de renseignement. Mais alors avec la vous étiez DGSE. dans le service des clandestins? Ah, c'est ce qu'on appelait le service des clandestins. Oui. Mais alors parce que moi j'ai vu le bureau des légendes. J'adorais le bureau des légendes, Ouais. c'est la référence pour plein de monde en termes d'espionnage. Qui est une série formidable. Oui, mais Ouais. ils ont des bureaux ces gens. Alors ils ont des bureaux, ces gens-là, Oui. mais les gens qui travaillent dans le bureau des légendes, dans les bureaux, sont les officiers traitants. C'est D'accord. l'aristocratie du renseignement. Ah oui. Et eux-mêmes ont des sources conscientes, inconscientes, des honorables correspondants et puis des agents qui sont rémunérés pour ce travail et qui leur remontent toute l'information qu'ils vont collecter afin de diffusion aux autorités. Mais qu'est-ce qui me dit et qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas baladé par je ne sais qui? Comment vous pouvez être sûr que c'est bien la DGSE qui vous parle si vous n'allez pas dans des bureaux, vous signez pas un contrat, que vous n'avez pas votre petit badge? Comment vous pouvez être sûr? Parce que dans le bureau des légendes que j'ai vu aussi, ils recrutent d'ailleurs un agent du Mossad qui se fait passer pour un agent de la Bien DGSE sûr. et ils vont jamais dans les bureaux. sous faux drapeau. Alors il faut avoir confiance en son interlocuteur. Et c'est un grand classique, effectivement, de recruter des agents sous faux drapeau et de se faire passer pour la DGSE ou pour la CIA, etc. Alors qu'en fait, on est le Mossad. D'ailleurs, c'est un film de Rochant qui a réalisé le Bureau des légendes qui s'appelle Les Patriotes, où il y a un exemple de cas de recrutement sous faux drapeau. Donc comment vous avez fait confiance? Parce qu'au début, vous connaissez rien à ce milieu-là. J'ai fait confiance d'abord parce que l'allure du garçon était un peu sévère et était assez représentative de ce que je pouvais m'imaginer de ce qu'était un agent de renseignement, un officier de renseignement. Et puis il a été assez clair, puis il en connaissait déjà un petit peu sur moi, laissant à supposer qu'il avait eu accès à certaines informations qui n'étaient pas données à tout le monde. Bon, il vous dit quoi dans ce bar concrètement? Il me dit, vous semblez avoir des aptitudes pour ce métier, mais je vous préviens, c'est dans le cadre d'un service qui n'a pas d'existence formelle
au sein du service. Il en aura quelques années plus tard. Il se constituera comme ce qu'on a appelé ensuite le service mission. Mais à cette époque-là, ce service-là n'a absolument aucune existence. D'accord. Il dépend directement du directeur des opérations. C'est ça qui est génial quand je vous dis pourquoi vous faites confiance. Vous faites confiance à un type qui n'est pas identifié, qui vous dit qu'il vous recrute pour un service qui n'existe pas, pour des actions et des projections dont vous ne connaissez rien. Enfin, c'est quand même un peu inconscient de votre part ce jour-là. J'ai 25, 26 ans et j'ai envie de me laisser porter. Et puis en plus, il est dur. Enfin, je veux dire, il n'est pas commode. Ouais. Il n'est pas commode. Il essaye de me déstabiliser. Il essaye de voir comment je peux réagir avec des coups de pression. Et je suis assez décontracté parce que finalement, c'est sur leur demande. C'est pas la mienne. Je ne suis pas candidat. C'est pas une vocation de mon côté. C'est une opportunité qui se présente. La rue, c'est là où on vous forme en fait. Bah oui, la rue, on forme les agents dans la rue parce que les agents sont amenés à évoluer, à progresser dans des capitales occidentales souvent, mais pas seulement. Et finalement, la rue, elle est propice à être ce qu'on appelle tamponnée, c'est-à-dire tamponnée. Ouais, c'est-à-dire à être approchée. Elle est propice à la surveillance, elle est propice à la filature. Donc voilà, il faut se méfier de la rue. Il faut se méfier de la rue, des lieux publics en général. Donc on vous apprend, on vous forme ici, par exemple dans le métro, ici, là, pour savoir vous comporter. Mais quand vous êtes au milieu de l'Afrique, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même territoire que là, Paris. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, ça permet de se configurer à certaines attitudes, notamment en ce qui concerne le lien humain, etc. Là, les escaliers, c'est très important, parce qu'ils me donnent 3-4 jours pour réfléchir, et en fait, je prends ma décision dans les escaliers de la station Saint-Philippe-du-Roule. Oui, ça n'a pas duré longtemps, quoi. Non, ça n'a pas duré longtemps, non. Passer inaperçu, c'est important. Par exemple, là, vous êtes habillé de manière sombre. Oui, je suis habillé de manière sombre. Ouais. Oui, il vaut mieux éviter de mettre une doudoune rouge, de se comporter de manière excentrique et de se faire repérer. Oui, il faut être un peu passe-partout. Vous avez toujours un peu passe-muraille. Vous avez toujours des réflexes? Non, j'en ai plus. Non. Je me suis surpris tout à l'heure à me retourner dans la rue parce que quelqu'un marchait très vite derrière moi. Et j'entendais un pas rapide. Mais ça, c'est le lot de tout le monde. Hein. C'est pas le lot de... Non, maintenant je suis totalement départi de ce genre de... Mais ça, parce que vous êtes plus à la DGSE depuis 2017, les premières années... Je ne travaille plus pour la DGSE depuis 2017. Ouais. Vous n'y travaillez plus, mais vous y êtes... Non. Je n'ai plus aucun contact. Moi, je sens que ça va être frustrant pour moi ce soir parce que d'habitude, j'aime pas quand mes invités font la langue de bois, mais vous êtes obligé de faire la langue de bois. Je suis obligé de mettre des filtres, bien entendu. Je suis obligé de mettre des filtres sur un certain nombre de choses. Est-ce que vous allez me manipuler ce soir? Bien entendu. Ouais. Non, je ne vais pas vous manipuler parce que. Mais en revanche, je vous sens manipulateur. C'est-à-dire légèrement manipulateur. Pour avoir des réponses. Oui, mais avec vous, ça ne marchera pas. Vous êtes un professionnel de la manipulation, donc vous me voyez venir, c'est toujours un peu comme ça que ça marche. Non, je vais essayer de vous répondre avec sincérité. Tu sais que tu sais. C'est ça le principe de l'investissement, celui qui sait le plus. Quoi. Je vais essayer de vous répondre avec sincérité, mais je ne vous dirai pas tout. Ouais. Non, mais ça, j'entends bien. Et puis j'essaierai d'avoir des réponses. Mais la question de la manipulation, est-ce que vous me dites non, je n'ai plus les réflexes dans la rue, mais est-ce que vous avez une habitude dans des discussions, des relations, de forme d'emprise, même si c'est pas forcément voulu, une habitude de contrôle sur les gens, sur les autres? Non, j'essaye d'écouter beaucoup. D'écouter plus que je ne parle au début. Ouais, là, ça va être compliqué. Ce soir, j'ai l'avantage, c'est moi qui pose des questions, c'est vous qui répondez. Ouais. Alors, s'il y a un truc que je fais, c'est que des trucs tout bêtes, mais à l'hôtel, je laisse toujours une veilleuse allumée quand je pars le soir pour que la chambre ne soit pas plongée dans le noir. Mais c'est pas du tout un truc, d'espion. C'est juste, je rentre dans une chambre et je veux que quand je rentre, qu'elle soit un peu plus sécurisée. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Mais des petites choses, des petites... Dans vos relations avec les autres, vous arrivez à avoir des relations, pardon, je mets des grands guillemets parce que personne n'a des relations normales, tout le monde a une personnalité, mais assez classique, quoi, où il y a toujours un besoin de savoir. Non, il y a un besoin de curiosité. Ouais. Il y a un besoin de curiosité, il y a un besoin aussi de sortir de sa bulle informationnelle et de sortir de vision manichéenne du monde ou de l'autre.
Donc on a tous des a priori, des arrière-pensées, on voit le monde, les autres avec des poncifs, et essayer de s'en défaire. Qu'est-ce qui a intéressé dans votre profil ce recruteur qui vous convoque là dans ce bar, selon vous? Alors c'est un peu particulier parce que bon, moi je viens d'une famille de la bourgeoisie moyenne qui habitait dans une station de sport d'hiver. Mon père était exploitant de remontées mécaniques, ma maman était enseignante, et donc je prévoyais plutôt une vie à la montagne, avec du soleil, de la neige. Puis je fais mon service national. Là, peut-être, j'y suis repéré. Vraisemblablement. Donc, et puis surtout, je fais de la politique. Je suis militant aux Jeunes Giscardiens. J'ai même des responsabilités. Et à travers ces responsabilités, ce militantisme politique, je suis amené à côtoyer des mouvements de jeunes anticommunistes. En ayant des liens avec ces mouvements-là, finalement, c'était plus facile pour moi d'avoir plus tard des liens de confiance avec les responsables de ces mouvements. Ce qu'il y a dans votre tête, est-ce que vous êtes un peu psychopathe ou schizophrène ou quelque chose comme ça? Un psychopathe, certainement pas. Enfin, je pense pas. Si vous dites quand même que parfois vous avez besoin de manquer d'émotions, enfin de ne pas en avoir, quoi. Non, mais c'est pas de la psychopathie. C'est du détachement, de la distanciation. Je veux dire, c'est comme un chirurgien ou des infirmières qui sont dans un bloc opératoire, qui ne peuvent pas nécessairement compatir complètement à l'état de leur patient. Donc il faut savoir se détacher. Parce que si je suis complètement dans la compassion, tous les gens qui ont traversé des zones de crise, les grands reporters, les gens des ONG, ils sont en permanence au contact avec la détresse humaine. Donc si on se laisse emporter par ce contact permanent, et si on est trop poreux, on ne peut pas travailler. Vous avez été suivi, ou vous étiez suivi par, je sais pas, des psychologues, des psychiatres? Non. Non. À l'époque, ça n'existait pas. C'est quand même dingue. Non, à l'époque, ça n'existait pas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des psys qui, autour d'opérations difficiles, qui s'occupent de suivre les agents pour éviter donc les cas de PSTT, donc de stress post-traumatique. Évidemment, comme dans les armées d'ailleurs, comme dans les armées, mais à l'époque non, pas du tout. On m'a jamais demandé est-ce que ça va. Aujourd'hui ça paraît impossible. Non. Enfin, j'en ai jamais ressenti le besoin. Je pense que si j'avais pété un plomb, ou si j'avais fait un burn-out, ou si j'avais douté des objectifs qui m'étaient assignés, oui, je pense que je l'aurais signalé, mais ça n'a jamais été le cas. Je me demandais si vous aviez des capacités. Est-ce que vous avez une capacité supérieure à la moyenne des Français et des êtres humains à mentir? Oui, à mentir, à dissimuler, oui, bien entendu. Ouais. Mais ça a toujours été le cas, ou vous l'avez appris ça? Je sais pas, on a. Est-ce que vous étiez un gamin menteur? Non, pas trop, mais on ment tous les jours. Ouais. Soit par omission, soit par facilité. On a tous un petit mensonge quotidien, ou plusieurs petits mensonges. En ce qui concerne les agents de renseignement, le mensonge, c'est un mensonge par omission la plupart du temps, par dissimulation, et c'est un mensonge pour protection des autres. Ouais. Notamment de ses proches, etc. Mais c'est pas un mensonge compulsif ou maladif. Le travail d'un agent de renseignement et d'un agent de terrain, c'est de pouvoir opérer, se déplacer, de progresser de la manière la plus confidentielle possible. Évidemment, on est amené en permanence à mentir aux autres. Je veux dire, le seul qui connaît vraiment, c'était moi-même qui savais que j'étais originaire des arts, mais sinon, non, tous les autres avaient une autre vision de qui j'étais. On sort, allez. Yami qui ne s'est pas toujours appelé comme ça. Non, ça s'appelait la forêt du Châtelet. Il y avait un vieux décor de bistrot à l'ancienne. Ici, s'asseyait toujours, en face, il y avait une table un peu longue là, le long du mur. C'était la place d'Yvette Horner, qui venait très souvent. Oui. Et elle avait un rire tonitruant. D'accord. Quand mon officier traitant, donc, que j'appelle Gaëtan dans le livre, m'appelait, il me disait on se retrouve chez Yvette. Voilà, c'était ici. La première partie, avant d'être projeté sur le terrain, il faut vous former. Alors c'est une formation rapide. Ah oui, c'est rapide. C'est une formation rapide. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas une formation comme
comme on a une licence ou un master ou ça n'a rien à voir. Non, c'est une formation rapide. Ouais. Hein. Les agents de terrain, donc pris en compte par les officiers traitants, les officiers traitants prennent sur eux de les former ou pas, sur des choses de bon sens. Voilà, et j'ai eu la chance, moi, d'être tombé sur un vieux de la vieille, si j'ose dire, enfin quelqu'un qui avait énormément d'expérience, qui a dû former énormément d'agents. Et qui s'appelait Gaëtan, qui était un ancien nageur de combat. On vous apprend à draguer. Oui. Enfin, on vous apprend à draguer. Peut-être qu'on ne vous apprend pas, on vous demande de draguer. Alors ça, je pense que c'était une technique personnelle de Gaëtan, parce qu'en fait, ça... Mais c'est pas dans le une fois de plus, il n'y a pas le cursus validé 17 sur 20 en drague, ça ne marche pas comme ça, quoi. Non, mais parce que lui, il pensait que justement la partie plaisir faisait partie... c'était plus facile dans le cadre d'une partie plaisir de former un agent à ce qu'on appelle des séquences ou des exercices de désinhibition. Donc pour l'amener à se désinhiber, quand on est jeune, on n'est pas nécessairement amené à prendre contact très facilement avec quelqu'un. Et là, effectivement, il me demandait de prendre contact avec des filles dans un bistrot et de récupérer leur numéro de téléphone. Ouais. Vous étiez bon ? Pas très bon, non, j'étais pâteau, ouais. J'étais pâteau à l'époque, ouais. Okay. Je suis peut-être encore un peu maintenant, je sais pas. Et il y avait quoi d'autre, par exemple, dans les formations qu'on vous demandait, la filature concrètement, ça peut être quoi ? Non, alors, Gaëtan, il était très fort sur Paris-Centre. Et donc, Paris-Centre, le métro, les grands hôtels qui ont une entrée et une sortie évidemment différentes, permettant de pouvoir changer très rapidement d'un endroit à l'autre. Donc voilà, c'était son précaré. Son précaré. Et il vous racontait qu'un jour il vous file et vous devez lui échapper, c'est ça ? Oui, on avait fait un petit exercice et puis finalement il arrive dans mon dos. Il est trop fort, il vous met l'index, c'était mort. Ouais, il était assez joueur, il était assez badin. C'est un type formidable d'humanité et qui a été, qui a eu du matériau humain dans les mains et dont il a fait quelque chose. Pour raconter vos premiers jours en tant qu'espion sur le terrain, en Afrique, vous comprenez tout de suite que c'est pas une partie de plaisir et pourtant c'est du plaisir. Enfin, c'est assez particulier parce que vous racontez des trucs, vous dites j'arrive dans une chambre, il y a des pattes de lion par terre, enfin des traces de pattes de lion, au milieu de la nuit il y a un serpent qui me saute dessus ou presque, j'entends des coups de feu au loin, enfin c'est... Comme ça on se dit pas sympa l'aventure. Là on est au sud-est de l'Angola, au quartier général de guérilla qui s'appelle Djamba. On est dans un endroit assez beau. On n'est pas très loin du delta de l'Okavango, qui est plus au sud, donc qui est au Botswana. Okay. Donc on est en pleine brousse, avec énormément de présence animale. Et effectivement, la première nuit que j'ai passée, je suis rentré dans cette case et il y avait des traces de félins qui avaient traversé la case. Et je demande à mon officier de liaison, qu'est-ce que c'est que ça ? Il me dit, il y a des lionnes qui traînent et de temps en temps elles viennent, elles sont curieuses, elles viennent, voilà. Donc j'étais tout petit peu stressé cette nuit-là, j'ai mal dormi. Avec en plus un cobra cracheur qui est rentré dans la paille de la machin. Donc j'avais très envie de connaître l'Afrique sauvage, donc j'ai pas été déçu. Il y a quelque chose que je comprends pas dans votre livre. Je comprends pas ce que vous devez ramener comme info. Je vous racontez, oui, je suis au milieu, je vais à tel endroit, je vois tel type, mais je ne comprends pas ce que vous ramenez comme renseignements et comme informations. Alors déjà, je ramène des informations, disons, atmosphériques sur le climat en général, qui prévaut par exemple au sein d'un milieu de guérilla, si les gens ont l'air enthousiastes, s'ils ont l'air défaitistes, un nombre d'informations. Ensuite, quand même, je rencontre des chefs de guerre, je parle à des chefs de guerre, donc là, je recueille un certain nombre aussi de données sur leur mentalité, éventuellement ils peuvent me glisser d'ailleurs des informations importantes. Certains savent que vous êtes un agent de la DGSE. D'autres non. D'autres non. Oui, donc c'est pour ça, ceux qui savent et n'ont pas vous donner d'infos, enfin vous êtes juste un agent de liaison entre eux et la France. C'est ça que je comprends. Moi je ne fais pas la liaison. La liaison elle est faite par un agent S-qualité, qui lui est l'agent du service, qui est désigné par le service et qui s'occupe du lien vraiment formel entre eux. Moi, je suis là pour obtenir des informations périphériques et complémentaires.
Ok. Donc il y a toujours une ambiguïté entre mon correspondant et moi. Il se doute que je travaille pour, ou bien il est en pleine conscience que je travaille pour, ça dépend des cas, etc. Et donc cette ambiguïté fait que je suis plus à même peut-être d'avoir des informations intéressantes que l'agent ex-qualité, qui va avoir une relation un petit peu formelle, alors que moi je vais être amené en plus à rester longtemps auprès d'eux. Je peux rester 15 jours, 3 semaines, être leur compagnon de route, donc vivre ça, avec eux. c'est dans le cadre où voilà, on soutient tel groupe armé, la France soutient tel groupe armé dans tel pays, ce qui se passe en Angola. Là, vous arrivez en tant qu'agent de la DGSE, c'est très clair, et vous êtes censé... Pas toujours très clair. Ah, c'est pas toujours très clair. Pas toujours très clair. On peut laisser l'ambiguïté, ou bien je peux avoir un tout autre prétexte. Un tout autre prétexte, sachant tout de même que dans ces mouvements, les gens ne sont pas trop dupes quand même. Donc s'ils voient un jeune Français qui traîne un peu trop longtemps, même avec des prétextes, je dirais, mercantiles, commerciaux, ou évidemment, ils se doutent d'eux et ils jouent le jeu finalement. On n'a pas parlé depuis le début, mais vous ne dites rien à personne. Je dis rien à personne. Dès le début, moi ce qui me fascine, c'est après, c'est un principe de départ. Ne pas le dire après, mais se dire tiens, j'ai un rendez-vous avec ce gars, à l'idéal, même là vous le dites pas quoi. Non, à des non, copains, tiens, il y a un mec qui veut me. Non, je dis rien. Non, à partir du moment où. C'est-à-dire que vous le savez, vous le sentez, vous le voulez déjà, si vous ne dites rien. À partir du moment où je sors du bistrot, je ne dis rien à personne. Oui, mais même avant. Même avant, vous dites pas j'ai rendez-vous avec ce gars. Non. C'est ça qui est fou. Non, mais je crois qu'il doit me le dire au téléphone. Je me demande d'être discret sur notre rendez-vous. Je suis même persuadé qu'il me l'a dit. Ah oui, donc vous avez déjà l'info. Donc j'ai déjà la tonalité de l'entretien qui m'attend en fait. Vous êtes marié, mais vous vous mariez en quelle année? Non, je me marie un peu plus tard. Ouais. C'est encore plus fou, je crois. Pourquoi? Parce que quand vous avez 25 ans, vous partez là-dedans progressivement, tiens, je change de métier, mais là ça veut dire que vous devez construire une vie et déjà mentir tout de suite, quoi, immédiatement. Oui, mais... Vous dites quoi à votre femme? Non, mais pour moi le plus important, c'était d'être en accord avec le service. C'était ma vie, effectivement, ma vie aussi c'était avec mon épouse, etc. Mais pour moi c'était deux choses qui étaient tellement dissociées que ça ne me posait pas de problème. Après je pense que c'est à chacun de faire son truc. Aujourd'hui, je crois que les choses ont changé, qu'on demande éventuellement donc aux agents ou au personnel des GSE d'avoir une relation de confiance avec leur conjoint, avec leur époux, avec leur épouse, etc., leur compagne ou leurs compagnons, et éventuellement de parler. Mais après, ça induit un autre niveau de sécurité et d'autres contrôles par ailleurs. Vous rencontrez votre femme, vous lui dites que vous faites quel métier? Ah oui, non, je lui dis que je suis consultant, que je dois travailler à l'international, que je suis lobbyiste, que je suis... Voilà, Est-ce qu'au fond, elle le sait? Ou non, vous pensez vraiment qu'elle ne le sait pas? Je sais pas, j'ai pas eu de conversation avec elle poussée sur le fond à ce sujet. Non, elle était exemplaire et patente, et je pense que si elle s'en est doutée, elle a fait l'autruche. Oui. Voilà. Après, ça a impacté nécessairement nos relations, parce que j'étais souvent en voyage. Et c'est marrant, votre voix change. Non, parce que ce sont des choses plus intimes, donc plus c'est un peu plus compliqué. Elle l'apprend comment? Parce que bon, là maintenant, vous êtes un espion public, si j'ose dire. Mais la première fois qu'elle le sait... Elle l'apprend, j'ai une situation à gérer en Angola, justement, et je dois parler au téléphone, donc j'ai un téléphone satellitaire. Et elle est dans mon dos, et puis je parle non pas en mots codés, mais en mots un petit peu, j'emploie pour dire négagé, parce que c'était l'endroit où se passait le truc. Je dis, voilà, je prononce autrement, enfin bref, et là, elle le comprend. Elle le comprend. Elle le sait. Elle le sait. Alors, à ce qui paraît, savoir manger, vous dites que c'est quand même quelque chose d'important. Oui, il faut savoir manger à toutes les tables et avec tout le monde. On va essayer de manger à peu près proprement, puisque c'est en direct, c'est un peu particulier. Hein? Bon, moi, je suis habitué. Ouais, vous êtes habitué, mais moi pas. Donc, Mais alors, vous expliquez qu'il faut
Il faut savoir manger bistrot, c'est ça que vous dites? Il faut Bistrot savoir. Alors, et à la fois gastro. Enfin, bistrot, bah oui, vous parce dites que. qu'il faut savoir mettre le coude sur la table. Bah oui, non, mais il faut être, voilà, il faut manger simplement. Non, mais c'est important. Le temps du repas, c'est important. Parce que c'est des moments importants pour avoir des infos. Bah oui, parce qu'on se parle. Ouais. Regardez, Oui, on se ça, parle. c'est vrai. Vous me parlez de choses assez intimes. Oui, c'est vrai. Vous profitez honteusement de la De votre situation. faiblesse. Ouais, Merci beaucoup. ma faiblesse. On fait attention à pas trop boire, non? J'imagine quand on est sur le Ouais, terrain. alors on essaye de pas trop picoler, ou alors ce sont les gens vraiment qui tiennent bien l'alcool. Mais ouais, on essaye de se comporter correctement. Après, il faut aussi vivre simplement. Hein. Je veux dire, un jeune occidental qui se trouve en Afrique dans un hôtel, dans un grand hôtel, qui va s'enfermer dans sa chambre, qui va faire 40 longueurs et qui va faire 200 pompes au bord de la piscine, il est un peu suspect. Donc Oui. il faut vivre un petit peu normalement, de manière décontractée. Ça, c'est une question que je me posais. Quand, par exemple, vous êtes dans une situation de crise grave, de danger, est-ce qu'il faut rester très calme ou au contraire jouer la peur, une peur normale? Une peur normale Enfin, ça doit être compliqué parce qu'au fond de soi, il faut être calme, mais il faut jouer une forme de rôle de peur qu'aurait tout un chacun. Ça, c'est juste. Certains agents, notamment les agents Action, s'entraînent justement à la résistance aux interrogatoires et surtout à se conformer à une certaine attitude. C'est-à-dire quelqu'un qui craque pas, qui est dur, qui résiste à tout. En revanche, quelqu'un qui pleure facilement. On se dit vite, bon, lui doit pas être. Bah ouais, donc voilà, il faut savoir tromper son monde aussi. Vous seriez bon acteur ou pas? Je sais pas. J'ai passé un casting pour un document sur le VCRA, donc qui est l'ancêtre de la DGSE. Et j'y vais être très mauvais. J'ai été recalé, donc non, on m'a pas rappelé. Le métier du renseignement étant un métier de choses humaines, il faut savoir discuter tranquillement à l'occasion d'un déjeuner, pas murmurer comme ça, non, parce qu'immédiatement on est suspect, et du coup, la table d'à côté, elle va essayer d'entendre ce que vous vous dites. Oui, c'est vrai. Moi, c'est toujours ça, dès qu'on passe le ton à côté, j'ai envie de savoir ce qui se dit. Nécessairement. Et là, par exemple, il y a une caméra. Ouais. Donc là, dans la rue, vous auriez du mal à vous désilhouetter. C'est ça le terme. Hein. Mais est-ce qu'on peut être très bien caché en pleine lumière? Ah bah surtout. En rajoutant, en étant... Non, en rajoutant, non, pas toi. Non. Là, on parle souvent d'un métier de l'ombre, mais la plupart des agents qui savent se mouvoir, progresser dans un pays, être au contact de gens, ils le font ils le font dans la lumière, ils le font normalement, ils ne se cachent pas. Après qu'on se cache dans ce qu'on appelle des planques, des appartements conspiratifs, si on a des choses vraiment très particulières à se dire, ça c'est tout à fait possible. Mais sinon la plupart des contacts se font au vu et au su de tout le monde quasiment. Oui. Voilà. Après il faut le faire de manière intelligente. Il y a, vous savez, dans tous les films d'espionnage britannique ou américain, il y a le banc dans le parc avec l'officier traitant, ou du moins le contact se fait sur un banc. Bien sûr. Celui et on qui laisse attend, un truc sous le banc. On laisse un truc sous le banc. Comme ça, avec un petit double face. Voilà, où on s'échange un journal dans lequel est scotché, moi ça j'ai connu ça. Mais ça marche on me vraiment, laisse un journal dans lequel est scotché une enveloppe avec les orientations par exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais ça, il laisse l'équipe ou le Figaro, par exemple. Oui, bien sûr. Donc, j'ouvre le Figaro et dans le Figaro, je trouve scotché une enveloppe. C'est vraiment comme ça. Mais parce que quand vous faites remonter une info, vous n'appelez pas, enfin c'est pas un coup de fil quoi. On est toujours obligé de se cacher ou parfois finalement personne ne se doute de rien, je passe un coup de fil, la ligne de l'hôtel elle est pas sur écoute, ou de cabine téléphonique. Non, le téléphone jamais. Ah, jamais de téléphone. Jamais et plus encore aujourd'hui, y compris avec les messageries cryptées. Ah non, messagerie cryptée on fait pas. Les messageries cryptées on sait pas. On fait jamais remonter les infos par des messageries cryptées. Alors sauf urgence et encore en message codé avec un code personnalisé entre l'officier traitant et son agent. Ok. Ça c'est possible. Mais sinon non. La révolution technologique, donc avec la technologie qui tue la technologie finalement, fait qu'on va revenir à une vraie
transmission de renseignements par l'oralité en vis-à-vis, dans les endroits. Alors rien n'est jamais vraiment sécurisé. Là, on peut avoir une captation laser d'écoute contre les vitres, par exemple, du Yami, où on va entendre par onde donc ce que l'on se dit. Donc on n'est jamais à l'abri de toute manière d'une captation adverse. Mais le travail de l'officier traitant, qui va donc me donner rendez-vous quelque part, lui, son boulot, ça va être de sécuriser. C'est les boîtes aux lettres, c'est comme ça qu'on dit ? Alors la boîte aux lettres morte, c'est-à-dire. C'est quand on se voit pas, quand on va par exemple, je sais pas, on va utiliser donc les toilettes d'un restaurant, etc. Et derrière la cuvette de WC, on va trouver des informations, une clé USB, etc. Mais aujourd'hui, la technologie est telle, les machines sont tellement puissantes, boostées par l'intelligence artificielle, qu'il est absolument impossible de transmettre des informations par voie téléphonique ou par mail ou de manière digitale. Ouais. Enfin, c'est de plus en plus difficile. On y va ? On y va. Allez. C'est vrai qu'il est bon le couscous, hein ? C'est le meilleur de Paris. C'est ça. Voilà, au Yami. Allez, on court. On y va vite. Merci beaucoup. Merde. Allez, pardon pour le gros mot, Julien vient de marcher dans une flaque d'eau. Je vous demandais tout à l'heure, au tout début, si vous n'étiez pas un mytho. Mais comment je peux avoir la preuve de tout ça ? Vous ne pouvez pas avoir la preuve. Éventuellement, vous pouvez demander confirmation donc au service de renseignement. C'est possible. Ouais. Mais il y a peu de chances qu'ils me répondent. Essayez. Ouais. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que vous en dites trop ou pas assez, comme on dit. Et donc, ça laisse supposer de faire travailler son imaginaire. Et je me dis, non, mais là, tu vas trop loin. Là, ça se trouve, il s'est absolument rien passé. Bon, aussi, voilà. Et si ça se trouve, vous avez eu une vie incroyable et des anecdotes qui vont toujours plus loin. Ouais, vous pouvez encore, je raconte évidemment pas tout. Oui, Thibaut, ça c'est pour ça. Mais des fois, je me dis, bon là, il me donne un petit suspense, mais ça se trouve, il s'est rien passé de plus, quoi. Ouais, non. En plus, c'est un métier aussi de frustration, hein, parce que c'est pas nécessairement un métier de résultat immédiat. On fait pas des choses extraordinaires. C'est un métier de patience. Est-ce que la DGSE doit valider tout ce qui est écrit là-dedans ? Si elle ne le valide pas, je vais avoir des problèmes. Donc, quelque part, j'essaye de faire fuiter le manuscrit de manière intelligente. Et puis, si j'ai pas de feu rouge, je peux publier. Oui, mais ce que je comprends pas, j'entends le culte du secret, mais est-ce que le culte du secret, il n'est pas poussé toujours un peu trop loin? C'est-à-dire que pourquoi vous leur envoyez pas très clairement bonjour, est-ce que ça passe? Oui, non. Enfin, ça pourrait se passer comme ça. Pourquoi il faut faire fuiter et espérer que, vous voyez? Ouais, je sais pas, peut-être que d'autres le font comme ça, je ne sais pas, mais... Oui, mais vous voyez que vous avez une sorte d'habitude du secret. Ouais, non, mais ça, c'est aussi un jeu. Oui, voilà. C'est un jeu entre nous. Voilà, il faut rester dans l'ambiguïté aussi. Ouais. Il faut rester dans l'ambiguïté. Donc vous pensez qu'ils ils auront envoyé un petit message au directeur? Alors d'autant que je pense pas, non. D'autant que vous savez que dans tous les services de renseignement et de sécurité, vous avez des unités qui lisent tout. Qui lisent, vous avez vu le film Les 3 jours du Condor avec Redford. Bien sûr. Voilà, c'est une unité de la CIA qui est décimée, ils sont tous assassinés, et sont des gens qui lisent à peu près tous les textes qui sortent dans le monde. Sur avec l'intelligence artificielle là aussi. Ah, sur l'espionnage. Sur l'espionnage. D'accord. Avec l'intelligence artificielle, maintenant c'est beaucoup plus facile, je pense, pour justement analyser très rapidement la somme des documents qui sont publiés. Ok. Oui, donc lorsque vous envoyez votre manuscrit aux éditions de l'Observatoire, ils l'ont déjà entre les mains, quoi. J'espère, parce que c'est leur métier. Sinon ils font mal. Sinon c'est qu'ils le font mal. Et je pense qu'ils le font bien. Oui, et puis vous êtes en haut de la pile, quoi. Parce que vous en avez écrit combien des livres entre les romans et... Là c'est mon 17e texte. Comment on vous paye quand vous êtes agent? Alors ça sont des Ah, ça on peut pas vous dire. L'arrière-cuisine. Ah, ça on peut pas dire. Non, mais alors je peux en parler de manière générale. Oui. Bon. Alors là il faut décrypter. Allez-y, je me concentre. Non, mais moi, je travaillais à une époque où il y avait beaucoup d'argent, ce qu'on appelait les fonds secrets, le SDEC et puis après la DGSE, avait la main sur des fonds secrets, donc du cash,
C'est important, notamment pour les agents, pour rémunérer éventuellement les sources, les correspondants, ne pas laisser de traces pour prendre un billet d'avion, etc. Vous vous rémunérez sur les entreprises que vous montez en tant que clandestin Ah non, on ne se rémunère pas sur les entreprises. Oui, c'est ça. Non, oui, ça non. Ouais. Après, ce sont des recettes d'arrière, enfin, c'est des trucs d'arrière-cuisine. Je ne peux pas en parler. Non, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui. Ouais. Donc je ne veux pas, quelque part, éventuellement... Et c'est bien payé un agent ? Non, très mal. Ouais. Alors, à tous les jeunes... mais très mal, mais... Non, pas mal. Ouais. À tous les... Enfin, normalement mal. C'est marrant parce que le salaire des agents, alors vraiment, c'est très difficile à trouver de toutes les... Pourtant, ça ne relève pas de la sécurité de l'État, quoi. Enfin, je veux vous dire, avez cherché un peu. Enfin, j'ai cherché, je n'ai pas cherché aussi bien que vous, hein. Je suis allé sur Internet, mais c'est difficile d'avoir des chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Internet ? Je sais pas. Honnêtement, je sais parce qu'on nous dit oui, ça dépend de l'officier traitant, mais comme en fait, vous nous dites jamais vraiment le boulot que vous faites. Alors, c'est un peu. Alors, c'est laissé, c'est vrai. C'est un petit peu laissé à la discrétion de l'officier traitant. Ouais, d'accord. Et puis après, il peut mettre une prime en fonction des risques qui ont été encourus ou peut-être de la qualité du renseignement qui a été amené. Alors, vous êtes très fier d'une opération que vous avez menée, mais là aussi, ça va un peu dans ce que je vous demandais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites vraiment ? Attendez, je vais couper le téléphone. Ah, ça vibre ? Ça vibre. Vous avez des informations qui vous c'est la DGSE qui vous dit attention, tu dis des conneries. Non. C'est pas une oreillette ou un machin qui me dit... Vous montez une contrebande de café à votre peine. Et alors là aussi, ce n'est qu'une couverture où elle vous sert à avoir des informations, cette opération. Expliquez-nous ce que vous avez fait en fait. Le service clandestin et après le service mission avaient deux finalités. Le recueil de renseignements sur zone de crise, donc les grandes guerres civiles de la fin de la guerre froide, et puis le soutien clandestin au mouvement de guérilla que la France soutenait. Donc en l'occurrence, il y avait deux grands mouvements de guérilla, deux grands mouvements anticommunistes de par le monde. C'était Massoud en Afghanistan, avec ses Moudjahidines, qui luttait donc qui luttait contre les soviétiques directement. Et puis il y avait en Angola Jonas Savimbi avec l'UNITA, qui luttait contre les Cubains et contre le régime marxiste de Luanda. Et là, ça me concernait. Et le travail du service clandestin qui était d'apporter une assistance clandestine à ces mouvements, ont répugné. Moi, j'ai jamais eu connaissance, mais peut-être ça ne me concernait pas aussi, de livraison d'armement. Donc, on essayait d'apporter des services non létaux à ces mouvements-là. Et j'avais été dans le nord de l'Angola, j'avais pu voir que les paysans continuaient toujours à s'occuper de leurs arbres, de leurs caféiers, et alors que l'exportation de café avait cessé déjà depuis 15 ans, même plus encore depuis 20 ans, et je me suis dit, c'est extrêmement propice à la reprise de l'activité caféière, pouvant amener donc ce mouvement de guérilla à montrer à la population qu'elle était capable de gérer un territoire économiquement. Vous apportez pas un renseignement, là, vous apportez de l'aide. Oui, mais ça me permet aussi de recueillir du renseignement sur zone de crise parce que je travaille avec le mouvement de guérilla, donc ça me permet de savoir. Vous êtes sous une fausse identité ou non ? Là non. Je suis sous identité réelle. Mais je suis sous identité réelle, pourquoi ? Parce que je suis totalement détaché, rien ne me rattache. Oui, c'est vrai. Oui, puisque vous êtes jamais allé dans les bureaux. Rien ne me rattache au service. Donc sous identité réelle, mais identité protégée par le fait que je n'ai aucun lien avec la DGSE. Et alors, j'ai beaucoup regardé le bureau des légendes, j'ai aussi regardé OSS 117. Ouais. Est-ce qu'on peut être pris comme lui ? Un peu trop peut-être, non Thibaut, non ? Peut-être trop, sans doute. Est-ce qu'on peut être pris ? Vous savez, il arrive et on lui donne je sais plus comment ça s'appelle, une agence, une entreprise qui vend des poulets. Ouais. Et en fait, il devient tellement obnubilé par ça qu'il en oublie de faire son métier, il veut développer son entreprise. Ouais. Vous en étiez pas là non plus ? Non, je n'étais pas là, mais il est possible. Parce que vous avez des moments où vous racontez, il y a une excitation, vous avez vraiment envie de bien faire, quoi. Ah non, mais moi j'ai envie que la filière... Là, vous êtes chef d'entreprise. Mais non, mais j'ai envie que la filière café fonctionne. Ouais. Non, mais ça me passionne. Enfin, je veux dire, c'est un truc passionnant parce que c'est un truc extraordinaire. Ouais, on peut y aller. Allez, feu. Je laisse le livre ici.
C'est beau, hein? C'est la cathédrale orthodoxe russe de Paris, avec ces 5 bulbes qui ont nourri beaucoup de fantasmes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens au départ qui ont dit oui, sous ces bulbes, il y a des stations d'écoute, parce qu'on n'est pas très loin des centres de pouvoir. L'Élysée n'est pas très loin, le quai d'Orsay. Oui, alors même là, juste ici, c'est l'annexe de l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée habite ici, par exemple. Voilà. On peut effectivement récolter beaucoup d'informations si on a une station d'écoute électronique, mais c'est pas du tout le cas. Ça a nourri un fantasme. Ah, ça, c'est pas vrai, il n'y a rien là-haut. Non, il n'y a rien là-haut. Certainement, il n'y a rien, parce que les services de contre-espionnage de la DGSE et de la DGSI seraient intervenus pour faire cesser toute activité électrique ou électromagnétique depuis les bulbes de la cathédrale. Ah oui, même si c'est sous protection consulaire? Ouais, non, mais bien entendu. D'accord. Bien entendu. Donc si ça a été le cas, ça n'est plus le cas. Voilà. Donc c'est une cathédrale qui a été inaugurée donc en 2016, si je ne me trompe pas. Donc 2 ans après l'invasion de l'annexion de la Crimée par la Russie. Ouais. Et donc il y a eu un premier incident diplomatique puisque Vladimir Poutine devait l'inaugurer. François Hollande a refusé sa venue pour l'inauguration en raison donc de l'annexion de la Crimée. Alors en revanche... Oui, parce que je me disais bien que vous alliez dire un mais là, après avoir dit qu'il n'y avait pas de cellule d'écoute. Non, il n'y a pas de cellule d'écoute. En revanche, il y a beaucoup de gens proches des Russes ou de la propagande russe qui viennent à la messe, donc à la cathédrale. Ça c'est tout à fait possible. Mais on ne va pas jeter l'opprobre non plus sur les croyants orthodoxes. Voilà. Mais là, par exemple, en étant ici, là, on n'est pas écouté, par exemple, là où on se parle. Si on les regarde, bonjour, comme ça, personne ne... Non. Mais il faut savoir que c'est une cathédrale qui dépend hiérarchiquement du patriarche de Moscou, donc, qui est très proche de Vladimir Poutine donc les fantasmes, on oublie, mais est-ce qu'il y a quand même, là, au sein de ce bâtiment, des opérations russes qui sont orchestrées sur le territoire français? Trop visible. Trop visible, trop surveillé. Ah, c'est pas là que ça se ferait? Non. Trop visible, trop surveillé. Oui, mais c'est sous protection consulaire. Oui, mais même beaucoup trop visible, trop surveillé, je pense pas. D'accord. Ou alors ils sont pas très malins. Après maintenant, le renseignement russe est très dégradé par rapport à ce qu'il était auparavant. Ouais. Donc c'était pas, on dit souvent que c'est une connerie, bon, c'est une connerie pas tant que ça finalement. On n'a pas mis un centre d'écoute au milieu de Paris et voilà. Ça peut être une bêtise morale ou c'est une rumeur, c'est une légende urbaine. C'est une rumeur qui a beaucoup couru, qui n'est pas avérée. Bon, allez, on a démonté une fake news. Voilà, on a démonté. Vous n'êtes pas un agent russe qui nous fait croire qu'il n'y a rien ici? Ah non. Non, je suis peu suspect de sympathie avec la Russie. Est-ce que il y a beaucoup d'agents avec la Russie de Poutine français en Russie aujourd'hui où c'est très dur? Non. Il n'y en a pas? Non, il y a des pays qui sont extrêmement... où le maillage sécuritaire est tel que on ne peut pas projeter, on peut très difficilement projeter des agents de renseignement. Je pense à la Russie, je pense à la Chine et je pense bien évidemment à l'Iran. Il peut y en avoir des agents infiltrés russes sur le territoire français. Bien sûr, il y en a. Ouais. Il y en a. Bien sûr. Mais alors pourquoi nous on n'arrive pas à en avoir en Russie? Parce que eux, c'est une dictature, c'est un régime autoritaire avec un maillage sécuritaire qui est beaucoup plus important. Ça veut dire que nos démocraties sont faibles face aux agents? Ou non, on les laisse, on le sait. Mais c'est aussi la richesse de nos démocraties, c'est de vivre en démocratie. Oui, c'est hyper intéressant. Mais c'est aussi la faiblesse. C'est une des contradictions, enfin c'est pas une contradiction, mais c'est un paradoxe. Oui, nous offrons plus de facilité à des agents étrangers d'opérer dans les démocraties occidentales et en particulier européennes. Mais on ne peut pas vivre non plus dans un état policier. Ouais. Alors que le moindre Français qui aurait un poste plus ou moins sensible là-bas serait contrôlé, surcontrôlé, recontrôlé, suspecté, menacé. Et éventuellement pris en otage, devenant un otage politique. Ouais. Alors que nous, on le fait pas. Oui ou non un agent de renseignement. Et nous, on ne le fait pas. Enfin, les menaces peut-être pas, mais la vérification sur vérification. On l'a vu en Iran avec ses otages politiques.
Jacques Paris et Cécile Collère sont toujours d'ailleurs à l'ambassade de France à Téhéran. On a vu la technique des Iraniens qui est de prendre, qui est d'arrêter donc des ressortissants français sous motif d'espionnage alors qu'ils ne le sont pas, pour créer des rapports de force afin de négociation. Donc pour éviter de mettre des agents en difficulté en porte-à-faux, souvent pour une plus-value de renseignement qui n'est pas exceptionnelle, non, on ne projette pas d'agents de renseignement, et en Chine, et en Russie, et en Iran, ou évidemment, a fortiori en Corée du Nord. Un agent russe sur, je ne sais pas, 100 agents russes projetés à Paris, vous pensez combien la DGSE en a repéré sans forcément les expulser, mais je suis incapable. On ne pourrait pas savoir. Je suis incapable de vous dire. Parce que j'imagine qu'il y a plein d'agents russes qui sont connus des services de contre-espionnage français. Alors, mais on les laisse faire. On pense que 30 à 35% du personnel de l'ambassade russe travaille sur le renseignement, est ici afin de mission de renseignement, alors pas nécessairement de l'espionnage, mais du sécuritaire, du suivi de ressortissants, donc de temps en temps il y a des expulsions. Hein. Il y a eu des expulsions récemment de diplomates russes. Maintenant, c'est intéressant de les garder aussi, parce que si on les connaît et qu'on les garde et qu'on les surveille, ça permet aussi d'en savoir un peu plus sur leurs activités. Est-ce qu'on va éviter un peu la pluie ? Peut-être un peu là. C'est pas grave. Oui, non, on n'a pas peur. Vous avez connu bien pire. Alors là, c'est beau. Saint-James. C'est un des plus beaux hôtels de Paris. Alors vous rentrez dans les hôtels comme dans un moulin. Je vais vous faire une confidence. Oui. Si vous avez envie d'aller aux toilettes à Paris, vous rentrez dans un palace, c'est beaucoup plus propre et personne ne vous dira rien. Ah bah oui. Bah oui, parce que le client est roi. J'avais une de mes sources, quelqu'un avec lequel je travaillais, qui en mars 2000 m'a donné une somme de documents intéressante, enfin plus qu'intéressante, décisive, au premier étage donc, de cet hôtel, dont il était l'un des clients. Vous en parlez dans le livre, vous allez nous expliquer ça. Ouais. Avant de parler de ce moment précis, pourquoi les hôtels, les palaces sont les repères d'espions? Là, c'est dans la partie plaisir, là. Parce que vous pourriez faire vos rendez-vous dans des étoiles miteux, vous voyez. Oui, mais parce que dans les palaces, en fait, il y a des gens importants qui peuvent être dépositaires de secrets, qui s'y rendent. On sait que les palaces dans certaines capitales étrangères sont un petit peu son et lumière, ce qu'on appelle son et lumière, donc avec des systèmes d'écoute et éventuellement des caméras pour des compromates pour les Russes. On met des caméras on met des caméras dans les chambres. Mais ici c'est un établissement formidable, extrêmement, je dirais, discret, élégant. Voilà. Ouais, c'est bien d'être devant un échiquier. Oui, on avance notre pièce, parce qu'on qui commence, les blancs. Attendez, non, c'est pas comme ça que ça se fait aux échecs. Si je gagne, vous me révélez le secret d'État le plus connu. Je connais pas de secret d'État. Vous les connaissez plus? Alors. Perdu. Déjà c'est ça votre talent. Voilà. Ouais, vous le racontez dans le livre. Pour avoir toutes les infos, il faut lire le livre. Mais vous avez réussi à déjouer un plan machiavélique qui était en train de monter les Américains. Alors machiavélique, c'était un plan de déstabilisation des intérêts français en Afrique. Je peux réfléchir en même temps ou pas? Je vous mets dans une situation instable. Ouais. C'était à l'époque de ce qu'on appelait Blood Diamonds. Vous savez, il y a eu un film d'ailleurs là-dessus avec Leonardo DiCaprio, donc les diamants de guerre. Et les anglo-saxons avaient monté un plan pour mettre la France en accusation et certains pays d'Afrique francophone, présentant la France comme suspecte de complicité dans la contrebande ou le trafic de diamants. Moi j'avais un contact qui était un grand diamantaire anversois.
et qui a su monter un dossier de toutes pièces, montrant justement le niveau de complicité au sein de cette commission au profit des services anglo-saxons, britanniques et américains. Et donc il m'a donné au premier étage, dans une chambre qui est de ce côté, au premier étage de cet hôtel, une somme de documents qui ne faisait aucun doute sur la compromission de cette commission avec les services de renseignement anglo-saxons, et notamment les services de renseignement britanniques. Et donc, il m'a transmis les documents quelques heures avant la réunion du Conseil de sécurité sur la question. Tout a été dégonflé grâce à ce dossier que vous aviez entre les mains. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé concrètement ? Enfin, qu'est-ce qu'il aurait pu se La passer ? France aurait été mise en accusation, elle aurait été obligée de se défendre, et la France aurait été mise en difficulté. Voilà. Ouais. Mais là, c'est vraiment c'est un coup de chance, mais c'est un coup de chance aussi qui est alimenté par des années de travail et de relations avec ce diamantaire que j'appelle Nathan dans le livre. C'était beau de jouer. Ah oui, j'ai vu le cheval. Est-ce que quand on est sur le terrain, on peut avoir une forme d'affection pour des agents occidentaux, des gens qui nous ressemblent, et parfois se dire, là, lui, il est dans une situation instable, je dois l'aider. Ou non, mon boulot, c'est d'être clandestin, d'avoir ce rôle-là, et donc, quitte à... Non, on ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas aider, par exemple, un agent américain en difficulté, vous le laissez en difficulté. C'est pas moi qui vais prendre la décision déjà, je vais peut-être faire remonter l'information. Ouais, mais vous êtes humain, vous disiez que vous n'êtes pas une machine, et à un moment, tiens, celui-là, si je le laisse là, il va peut-être y passer. Oui, moi j'avais aucun moyen de toute manière de faire d'influer en quoi que ce soit sur... Ça vous est déjà arrivé ? Non, moi ce qui m'est arrivé, c'est un mouvement de guérilla, enfin en Angola, sur le terrain, de voir un homme qui allait être vraisemblablement exécuté, qui est passé devant moi avec ses bourreaux, si j'ose dire, et j'ai rien pu faire pour lui. Et j'ai croisé son regard. Donc, là, ça a été un moment difficile, mais je ne pouvais rien faire. Si je faisais quelque chose, si je m'interposais, je me mettais moi-même en difficulté. Et donc, c'était un moment difficile. Parce que j'ai vu son dernier regard était assez implorant. J'étais le dernier mec qui était capable éventuellement de faire quelque chose pour lui. Je sais ce que vous allez me répondre sur une question, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous avez déjà tué ? Non. Mais non. On va refaire la question, on filme les yeux. Parce que je sais qu'il allait me répondre non. Est-ce que vous avez déjà tué ? J'ai dit une sincérité. Non. Mais non, parce que c'était pas du tout mon... Oui, c'est pas votre rôle. C'était pas mon métier. Vous savez, il y a 300... à la DGSE, il y a 300 métiers différents. Ouais. Alors, il y a un métier tueur. Il y a des gens qui portent des pianos, puis il y a des gens qui jouent du piano. Ouais. Et oui, les gens du service action qui sont entraînés à des missions d'entrave physique ou bien de sabotage. Mais c'est très très exceptionnel. Très très exceptionnel. Et c'est avec le feu vert du président de la République, ce qu'on appelle le vert action. Vous n'avez pas tué, est-ce que vous avez failli être tué ? Non, pas vraiment. Donc quand vous avez déjà été en danger de mort, mais pas directement sur votre personne ou sur... Je me suis fait coincer à une sortie sur une route d'aéroport, mais par des gamins qui étaient shootés à la colle et qui auraient de toute manière braqué n'importe quelle personne, n'importe quel occidental sur cette route. Quand vous êtes en position d'échec comme ça, c'est qu'on a failli quelque part. Parce que généralement, il faut que tout l'erreur elle a été faite. Parce qu'on n'a pas été suffisamment prévenant, parce que ça passe ou ça casse, ça marche pas. Ça marche pas pour un professionnel du renseignement. Je remonte, attendez, je trouve la couverture de votre livre parce que je l'ai oublié dans la voiture, sur la Fnac, tiens. Du placement d'entreprise, on parle de la Fnac. Mais on peut en citer d'autres. Oui, bien entendu. Oui. Qu'est-ce qu'on a ? Cultura et Amazon. Oui, Cultura et Amazon. Et puis et surtout les librairies, indépendantes. Oui, il faut faire vivre les librairies indépendantes. Vous avez raison. Merci Vincent Soudet. J'ai passé un très bon moment, j'ai appris plein de choses. Ouais. J'ai essayé de vous embêter, mais vous êtes fort. Et puis on va essayer de terminer la partie. Ouais, vous allez mettre très rapidement échec et maths. Et je vais bouger la reine. Allez-y, faites-vous plaisir. Parce qu'on n'a pas suffisamment parlé des femmes c'est vrai. Dans cet entretien. Tiens, si, je vous ai fait.